Est-ce qu'aujourd'hui le terme star représente sincèrement quelque chose? Je m'explique. Là où autrefois j'avais la sensation que le statut de star était une place unique, à la limite de l'inatteignable du fait d'une certaine rareté, eh bien aujourd'hui ce statut a, pour moi, un peu perdu de sa valeur, ou du moins de sa superbe. De nos jours, à l'ère où le monde entier est connecté, j'ai bien l'impression que c'est un phénomène qui s'est largement développé, qui n'est pas accessible par tout le monde clairement, mais qui paraît plus abordable. À tel point qu'on pourrait presque limite classer le niveau de popularité des personnalités et les placer dans des sortes de catégories. Si on prend le domaine de la musique par exemple, là où il y a quelques années seule une poignée d'artistes pouvaient prétendre au titre de star mondiale, à l'image d'un Elvis ou d'un Michael Jackson, et bien aujourd'hui on en compte bien plus. Beaucoup peuvent se vanter d'avoir créé des musiques ayant fait le tour du monde, étant écoutées par des centaines de millions de personnes, si ce n'est même des milliards. En revanche, il n'existe pas beaucoup d'artistes qui peuvent se targuer d'avoir créé une musique qui a dépassé les frontières terrestres. Car ici, la personne qui nous intéresse a tout bonnement une de ses chansons présentes dans l'espace. Et ce qui est d'autant plus incroyable dans cette histoire, c'est que notre artiste planétaire... Ah bah ouais. Bah non du coup, ouais ça marche plus. Comment dire alors? Notre artiste spatial. Ouais, c'est pas mal ça. Donc je disais, ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que notre artiste spatial n'a pas été vraiment reconnu de son vivant, ou du moins respecté comme il se doit. Il est en quelque sorte un Vincent Van Gogh entre guillemets du monde de la musique. Bref, voici l'histoire plus qu'énigmatique du bluesman nommé Blind Willie Johnson. Ce qui est assez frustrant avec ce Willie Johnson, c'est qu'en soi on connaît pas grand chose sur sa vie, ou du moins on n'est pas sûr à 100% des informations qu'on possède sur lui. Alors avant d'évoquer le film de sa vie, je préfère préciser que les informations que je vais donner peuvent ne pas être totalement exactes. Donc Willie Johnson naît en 1897 près de Brenham au Texas. Willie va surtout grandir aux côtés de son père vu que sa mère décède malheureusement alors qu'il est encore très jeune. Avec sa famille, il déménage dans les terres agricoles de la ville de Marlin où il y passe la majeure partie de son enfance. Là-bas, il a l'habitude d'aller chaque dimanche à l'église avec sa famille, et la religion va avoir un fort impact sur lui et va prendre beaucoup de valeur à ses yeux. Mais la deuxième chose qui a énormément de valeur à ses yeux, c'est la musique. Dès le plus jeune âge, Willie exprime à son père le souhait de devenir prêcheur et chanteur dans la vie, et à 5 ans il fabrique lui-même sa propre guitare qu'il confectionne avec une boîte à cigares. Donc clairement, il prend pas son rêve à la rigolade. Comme j'ai dit précédemment, Willie va perdre sa mère très tôt dans sa vie. Mais entre-temps, son père va se remarier avec une autre femme et Willie va plus que payer les pots cassés de cette relation. Un beau jour, son père va surprendre sa femme en train de le tromper avec un autre homme, ce qui va entraîner entre les deux une violente dispute qui malheureusement ira plus loin que ça, car son père va commettre l'irréparable en battant cette dernière. En guise de vengeance, la belle-mère de Willie va s'en prendre à lui en lui jetant de la lessive dessus, ce qui le rendra complètement aveugle pour le reste de sa vie. À ce moment-là, il n'est âgé que de 7 ans, et à partir de ce jour, Willie Johnson sera dorénavant surnommé Blind Willie Johnson. J'aimerais vous dire que la suite de la vie de Willie sera meilleure, mais j'ai bien peur que le blues lui colle à la peau. Il va grandir et vivre toute sa vie dans la pauvreté. Comme gagne-pain, il fait ce qu'il a toujours voulu faire plus jeune, c'est-à-dire prêcher et chanter dans les rues des villes aux alentours de chez lui. Ce qui est sûrement la meilleure chose à faire à cette époque lorsqu'on est aveugle. Mais vient un moment où il change de décor pour passer des rues du Texas au studio d'enregistrement de Columbia Records. Il enregistre pour la première fois de sa vie le 3 décembre 1927. 6 musiques ressortent de cette session d'enregistrement, dont son titre mythique « Dark was the night, cold was the ground ». Dès ses premières musiques enregistrées, on peut entendre toute sa technique à la guitare dont son fameux bottleneck, qui est le tube qu'on met autour de son doigt pour slider sur les cordes, ainsi que le timbre de sa voix plein de cachets mais pas que, car on peut aussi entendre sa première femme, Willie B. Harris, qui prête sa voix par moment, et avec qui il aura notamment une fille. 2 jours plus tard, leur voilà de retour en studio, où il réenregistre 6 nouveaux titres. Avec ces 2 sessions, Willie réalise un bon début de carrière dans le milieu de la musique, avec de bonnes ventes pour certains de ses morceaux et de bons retours par les critiques musicaux. Mais du coup là vous pouvez vous demander pourquoi a-t-il été aussi pauvre toute sa vie si ses morceaux ont bien marché? Et vous avez raison, la réponse est que si Willie était un redoutable artiste, eh bien c'était tout autre chose au niveau du business. Willie signe un contrat avec Columbia où il est inscrit qu'il renonce aux royalties provenant de la vente des disques en échange d'un bonus immédiat.
Il ne peut donc toucher aucun pourcentage de ses ventes, le tout revenant à Columbia. Il réenregistre de nouveau lors de 2 sessions un an plus tard, le 10 et 11 décembre. Mais cette fois, Bye Bye le Texas, direction la Nouvelle-Orléans, où il sort certaines de ses chansons les plus connues, avec God Don't Never Change, Let Your Light Shine on Me, ou encore You'll Need Somebody on Your Band. Pour la petite anecdote, la légende raconte que durant ce voyage, Willie se serait fait arrêter par la police pour avoir incité à une émeute après avoir chanté avec passion If I Hide My Way, I Tear the Building Down, qui aurait suscité une grande réaction de la foule présente à ce moment-là. Well, if I had my way, if I had a wicked one, if I had a Lord just build it down. Willie réenregistre pour la 5e et dernière fois le 20 avril 1930 à Atlanta, où 10 nouveaux morceaux sont produits. Mais malheureusement pour lui, il est déjà venu la fin de sa carrière. À cette époque, on est en pleine période de la Grande Dépression aux États-Unis. Et les principales victimes de cette crise sont une grande partie de son public et ça va se ressentir sur ses ventes. Ce qui marque pour lui un coup d'arrêt définitif de sa carrière artistique. Retour à la case départ pour Willie, retour dans les rues du Texas. Là-bas, il continue à faire ce qui lui importe en se produisant dans les rues, villes et villages et à prêcher sa foi à l'église de Beaumont où il y habite dans les années 1930. Durant cette période, il rencontre notamment sa deuxième femme, Angeline Johnson, avec qui il se marie. Elle est la sœur d'un autre artiste de blues, le guitariste L.C. Robinson. Willie connaît une fin de vie assez triste. Sa maison prend feu lors d'un incendie et elle sera intégralement brûlée. N'ayant nulle part d'autre où aller, il continuera à y habiter dans des conditions plus que vétustes. Il va y attraper la malaria, ce qui va mettre fin à ses jours. Avec comme autre facteur aggravant inscrit sur son certificat de décès, la syphilis et sa cécité. Blind Willie Johnson décède le 18 septembre 1945. Sa femme Angeline tentera de l'emmener à l'hôpital, mais il ne sera pas accepté. Des rumeurs expliquent leur décision, soit au fait qu'il soit aveugle, soit au fait qu'il soit noir. Dans les deux cas, c'est très triste. En 1972, dans les bureaux de la NASA, un programme se met sur pied. Le programme Voyager. On se rend compte d'un phénomène extraordinaire, exceptionnel. Les planètes Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune sont positionnées dans l'espace d'une certaine façon qu'il serait possible de les survoler toutes successivement à l'aide d'un seul appareil. En sachant qu'une occasion comme celle-ci ne se reproduirait plus avant 175 ans. Donc clairement une occasion à ne pas louper. L'objectif avec un projet comme celui-ci est de développer davantage nos connaissances sur ces planètes et leurs satellites. Je vous ai épargné tous les détails économiques, politiques, situation mondiale de cette époque qui sont venus s'implémenter en plus, et tout le côté technique et historique du projet, car je suis pas sûr d'avoir tout bien compris pour être honnête, et ça m'évite de vous dire des conneries au passage. Donc passons ça car c'est pas si important dans notre histoire. Bref, on avance dans l'histoire pour arriver en 1977, et plus précisément le samedi 20 août et le lundi 5 septembre, où sont respectivement envoyés dans l'espace les sondes Voyager 1 et Voyager 2 à la conquête de ce qu'on appelle les planètes externes, donc Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Au-delà de tout l'équipement technique et des instruments scientifiques nécessaires à bord des sondes Voyagers pour avancer dans les recherches, on retrouve aussi à leur bord un objet qui va nous intéresser. L'objet en question est un disque d'or. Bon, rien à voir avec une quelconque récompense, c'est un disque en or qui contient des choses. Dont je vais y venir, mais je pense que vous me voyez arriver. Bien que l'objectif du programme Voyager est d'en apprendre davantage sur les planètes, eh bien pourquoi pas imaginer l'inverse. Les personnes en charge du programme se disent « Bah vous savez quoi ? Soyons fous. Les sondes vont un moment voyager en dehors du système solaire, alors envoyons une sorte de bouteille à la mer interstellaire, par miracle peut-être que ça arrivera dans les mains de formes extraterrestres, et ils pourront eux en apprendre un peu sur nous. » Donc le disque dans les sondes est accompagné du matériel nécessaire à la lecture de ce dernier, avec un schéma explicatif indiquant le mode de lecture gravé sur une pochette en aluminium. Mais alors concrètement, qu'est-ce qu'on y retrouve sur ces deux disques ? Qu'est-ce qui pourrait représenter la Terre ? Eh bien on y retrouve deux types de choses, des photographies et des enregistrements sonores. En tout, c'est 116 photographies qui sont présentes. Des photographies sur l'environnement avec la Terre, les planètes du système solaire, des paysages, etc. Et des photographies d'êtres vivants avec des plantes, des animaux, des humains, des fabrications humaines par exemple. Au niveau des enregistrements sonores, on y retrouve aussi des sons sur l'environnement, avec la pluie, le vent, les vagues, et des sons sur les êtres vivants avec encore une fois des animaux, des humains, des machines, etc. Mais pas que, car on y retrouve une courte déclaration du secrétaire général de l'ONU de l'époque, Kurt Waldheim, le mot bonjour ou bienvenue dit en 56 langues, et aussi des musiques du monde entier. 27 morceaux pour être précis.
Et parmi des grands noms comme Bach, Mozart, Chuck Berry, Louis Armstrong, se cache un autre nom que nous connaissons bien. Un certain Blind Willie Johnson avec son titre Dark Was the Night, Cold Was the Ground. Willie doit sa présence sur ce disque grâce au consultant de la NASA Timothy Ferris, parce que selon lui, la chanson de Johnson concerne une situation à laquelle il a été confronté à plusieurs reprises. La tombée de la nuit sans endroit pour dormir. Depuis que les humains sont apparus sur Terre, le linceul de la nuit n'est pas encore tombé sans toucher un homme ou une femme dans le même sort. Celui qu'on surnomme Blind voit grâce à sa musique là où aucun être humain n'est allé et n'ira sûrement jamais avant un long moment, à des milliards de kilomètres de la Terre. Dans l'introduction, je vous faisais part de mon état d'esprit concernant le terme de star, me demandant de nos jours qu'est-ce que c'est que réellement être une star. Mais à l'écoute d'une histoire comme celle de Blind Willie Johnson, j'ai pas vraiment de doute et de débat concernant ce statut à son égard. Pourtant on pourrait me dire que oui, l'histoire est belle mais il n'a jamais été connu de son vivant, et qu'aujourd'hui cela n'a pas vraiment changé, il est connu que par les connaisseurs et les quelques curieux, mais pas par une grande partie de la population. Et c'est vrai, moi-même avant de tomber sur cette histoire il y a quelques jours et de faire mes recherches, il m'était totalement inconnu au bataillon. Mais si on prend le temps une seconde d'analyser les origines du terme star, et de jouer sur les mots, il me semble bien qu'avant tout, ça signifie étoile. Ce terme a été donné ensuite pour les personnalités qui nous paraissent lointaines, inaccessibles, mais qui brillent et rayonnent sur le monde, telle une étoile. Et aujourd'hui, l'un des rares artistes du monde et de l'histoire qui se permet de côtoyer les étoiles grâce à sa musique, c'est bien le bluesman dont on parle depuis le début de la vidéo. Donc oui, mesdames, messieurs, je n'ai aucun mal à dire que Blind Willie Johnson est réellement une star.